Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de notre série exclusive de 13 webinaires intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Bénédicte Ekester que nous allons accueillir. Bonjour Bénédicte, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Alors Bénédicte, vous êtes cofondatrice et co-gérante d'Evris. Créée en 1994, Evris conçoit et édite des logiciels de gestion pour la pharmacie. La société a développé une solution qui s'appelle WinPharma, dont l'objectif est de faciliter le quotidien du pharmacien et d'améliorer la rentabilité de son officine en mettant à sa disposition des outils de gestion performants et innovants. Indépendant depuis son origine, WinPharma compte aujourd'hui une douzaine de distributeurs, près de 380 collaborateurs dans le monde, notamment dans les dom-toms et en Afrique francophone, dont une soixantaine en France sur la presqu'île d'Arzon. Et puis toi, tu es donc en Californie, près de San Francisco. Dans la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley. Voilà, comme ça nous fait un petit peu voyager dans cette période de confinement. Ça fait du bien. Oui, j'imagine qu'il y a un petit peu de soleil de votre côté qu'on n'a pas forcément ici en Bretagne. Oui, tout à fait. Alors, afin de mettre en cohérence votre organisation avec la culture d'entreprise qui était déjà fortement empreinte de bienveillance et de transparence, vous avez décidé avec Alexandre, vous êtes deux cofondateurs, de choisir Holacracy en 2016, et qui est un mode de gestion des organisations agiles, résilient, transparent, basé sur une intelligence collective et un leadership distribué. Alors, votre démarche chez WinPharma était guidée par des objectifs plutôt simples, qui étaient de rompre avec l'organisation pyramidale, qui se révélait inadaptée pour votre entreprise et surtout inefficace et génératrice de frustration chez les collaborateurs. Donc, ça vous a permis de donner plus de sens à la mission de l'entreprise et à clarifier l'organisation et les processus pour faciliter les prises de décision, améliorer les performances et puis offrir davantage de perspectives aux équipes pour qu'ils aient plus d'autonomie et de responsabilité. Alors, je n'ai peut-être pas été exhaustif, mais on pourra y revenir. En tout cas, 4 ans plus tard, puisqu'on y est, ça fait 4 ans, vous avez été confronté à une certaine mésinterprétation sur la dimension management. Et du coup, vous avez entamé aussi un travail de réflexion et de transformation. Et puis, vous êtes redevenu, du coup, cette entreprise centrée sur la raison d'être qui est rendre les pharmacies géniales, efficaces, rentables, où chacun peut s'épanouir et les leaders peuvent émerger. Alors, je vais du coup partager, c'est inédit pour ce webinaire, on innove un petit peu. Je vais partager une vidéo qu'on a préenregistrée avec Bénédicte et puis après, on passera aux questions-réponses avec les participants. Donc, j'ai une première question assez générique sur l'impact du Covid sur votre activité. Quelle est la part des effectifs que vous avez pu mettre en télétravail, ceux qui continuent de travailler dans vos locaux et ceux que vous avez dû mettre en chômage partiel? Oui. Donc oui, il y a eu un impact assez important du Covid-19 sur notre activité. C'est plus possible d'aller vendre sur le terrain, d'aller installer ou de former sur le terrain. Sauf cas exceptionnels donc, pour lesquels on a pu quand même le faire. Mais ça s'est transformé en à peu près 40% de nos effectifs qui sont en chômage partiel et 60% des effectifs donc, qui sont en télétravail. Merci. Alors du coup, en tant que dirigeante, vous avez cofondé WinPharma. Comment est-ce que vous avez réagi face à la crise? Quelle a été votre première réaction? Et qu'est-ce que vous avez mis en place les premiers jours, les premières semaines? Ouais. Alors, je pense que la réaction, j'ai l'impression qu'on a été un peu traités tous comme des grenouilles qu'on met dans l'eau froide d'abord avant de faire monter la température. C'est-à-dire que ce qui a été… Moi, je suis actualité, donc à la fois en France, aux États-Unis, je suis aussi comment les choses sont présentées même en Asie. Au départ, c'était plutôt quelque chose qui allait être assez court. Donc, d'Asie, moi, j'avais cette information que même s'ils ont eu des cas très tôt,
ils envisageaient un pic vers mars et avril, ce serait fini. Donc, mais tout était vraiment bon. De même par mes conseillers financiers, bon voilà, on a vu comment la Chine avait géré très bien, donc il n'y aura pas un impact très très fort aux États-Unis, par exemple. Donc c'est vrai qu'à l'origine, c'était plutôt comment on va traiter un problème qui va durer quelques semaines. Et plus les choses ont avancé, plus ça a été finalement, tant qu'on n'a pas vraiment de vaccin, c'est très difficile de retourner à la normale. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a deux moments. Il y a le moment critique, comment passer la période de confinement complet. Et après, c'est quelle va être la nouvelle normalité. Aux États-Unis, on parle beaucoup de new normal, donc je ne sais pas si c'est la nouvelle normalité en français, mais ne pas s'attendre à ce que après le confinement, on revienne à la même vie qu'avant. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter sur le très court terme et passer ce cap. Pour moi, je vois ça un petit peu comme passer le Cap Horn en quelque sorte. On sait qu'on va passer dans la tempête, il faut être prêt à ça, mais après on sera dans un autre océan, on ne sera plus dans le même océan, donc il faut aussi comprendre le nouvel océan. Et ça veut dire que dirigeant, forcément, il faut avoir une vision très court terme et une vision plus long terme aussi de repenser totalement son business model. Donc, si par rapport à ce que j'ai fait concrètement, la première semaine, dès qu'il y a eu le confinement, tout de suite agir pour éviter l'hémorragie. Donc, pour moi, c'était d'abord se concentrer sur l'aspect financier, puisque du jour au lendemain, on ne pouvait plus aller vendre, installer et former. Donc, ça a été la première semaine totalement sur l'aspect financier. Et après, quand on a bouclé ce qu'on pouvait boucler, diminuer certaines dépenses ou malheureusement mettre certaines personnes en chômage partiel, après, on a pu se dire comment on réinvente en fait notre façon de vendre à nos clients et de leur assurer des services. Merci. Donc, vous avez mis une partie de vos effectifs du coup en télétravail, ça vous l'avez dit. Du coup, comment est-ce que vous gérez vos collaborateurs en télétravail? Parce qu'ils avaient l'habitude de travailler sur site. Bon, vous avez plusieurs sites. Mais notamment en termes de management, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir garder l'alignement sur les priorités et puis surtout booster avec un peu de motivation les troupes, quoi. Oui. Bon, on est une entreprise qui est depuis son origine sur plusieurs sites. Donc, dès sa création, on était une équipe en France et une autre équipe qui était à Moscou. Donc, on a déjà des outils pour communiquer quand les personnes sont à distance et même une organisation autour de ça. Donc, on a deux outils importants. D'une part, les réunions, donc les réunions de la CRACI notamment, qui nous permettent donc de faire un point chaque semaine, qu'on soit à Moscou, à Paris ou dans la Silicon Valley. Et on a un autre outil qui s'appelle WinTeam. C'est un outil qu'on a développé qui est de collaboration sur Internet. Et c'est aussi un outil qui nous aligne tous. Des personnes interagissent, où qu'elles soient dans le monde, et on construit ensemble. Donc, en fait, ces deux outils étaient déjà là. Donc, il n'y a pas eu d'énormes changements. C'est-à-dire que ça n'a pas été une révolution. Donc, c'est vrai que certaines personnes étaient habituées à travailler en face-face dans le même bureau, mais elles se sont rattachées à un fonctionnement qu'on avait déjà auparavant. Voilà. Donc, on n'a pas eu à réinventer. C'est vrai qu'un des éléments, je crois, les plus difficiles, c'est garder une structure de travail en travaillant à distance. Et nous, moi, j'avais déjà mes points vidéo régulièrement toute la semaine avec des personnes. Donc, elles ont juste continué, sauf qu'elles sont chez elles au lieu d'être au bureau. Voilà. J'entends souvent des dirigeants dire que oui, les personnes, elles sont chez elles en télétravail, mais il y a les enfants, etc. On n'a pas forcément confiance dans le fait qu'elles travaillent vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et comment vous l'avez géré du coup?
En fait, moi, j'ai l'impression que tout le monde est assez impliqué dans notre entreprise, donc j'ai pas vraiment ressenti le problème. Après, je me suis inspirée justement de personnes de la Silicon Valley, étant donné que je vis ici, donc je connais beaucoup de personnes qui travaillent déjà en télétravail, et donc j'ai demandé justement comment ils fonctionnaient. Effectivement, ils disent que d'un côté, peut-être que il y a des moments de relâchement, mais en fait, quand ils travaillent, ils sont assez productifs. Donc, ça a permis en fait d'accepter aussi que oui, bien sûr, il y a ces contraintes de les enfants qui arrivent pendant la réunion, mais je pense que chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, je n'ai pas vu une vraie baisse d'enthousiasme dans notre entreprise. Peut-être que si une chose qui peut être intéressante, c'est qu'on a quand même une culture assez développée chez Winpharma, une culture d'entreprise. Donc, on a des valeurs, on travaille, tout le monde donc, est au courant de nos valeurs. On est aligné aussi par une raison d'être. Donc, pour nous, c'est rendre les pharmacies géniales. Ce qui fait que peu importe où on sait vers quoi on doit attendre, donc rendre les pharmacies géniales. On sait comment, c'est en appliquant les valeurs. Donc, on était déjà tous habitués à avoir cette autonomie et l'alignement, il se poursuit. Et là, c'est vrai que là, d'ailleurs, on se rend compte de l'importance d'avoir une raison d'être et d'avoir des valeurs communes. Oui, ça, c'est cette raison d'être et ces valeurs, c'est notamment vous qui les portez. Et est-ce que du coup, depuis le confinement, vous communiquez plus sur ces valeurs et cette raison d'être? En fait, on a anticipé une embauche, donc oui, dans ce temps très difficile, nous avons embauché. Pourquoi? Parce que bien sûr, on se concentre sur qu'est-ce qui va être essentiel maintenant. Et donc, on a notamment embauché une personne pour encore plus animer autour de nos valeurs dans ce contexte où tout le monde est à distance. Donc, je pense que ceux qui avaient l'habitude de travailler à distance, il n'y a pas un problème d'être un peu perdu, quoi, en fait, sur comment je dois faire maintenant, mais ceux qui avaient moins l'habitude avaient aussi le rush positif que d'être avec les autres. Ils ont peut-être besoin de plus d'accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'embaucher cette personne qui est là pour aligner et pour communiquer plus régulièrement auprès de chacun. Donc, avant, on communiquait au niveau de la direction, donc, où moi, je communiquais, mais de façon un peu informelle ou sans qu'il y ait justement de structure et de régularité, mais juste en fonction des thèmes ou donc tous les jours en fait avec notre outil, que ce soit moi ou le co-dirigeant Alexandre Karpov, tous les jours on répond à tout salarié qui parle de quelque chose, on est en échange, donc il y a quand même notre vision, elle est partagée de cette manière-là, mais en ayant embauché quelqu'un, le but c'est de rajouter cette structure, de dire une fois par semaine, on va dire où on en est et ce qu'on fait. En plus de notre façon de communiquer qui est déjà quand même assez proche de tous, quoi. Merci. Est-ce que du coup, si vous deviez faire face de nouveau à une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Une autre façon de le voir de façon plus positive, c'est finalement quels enseignements vous tirez de cette situation? D'abord, d'être intransigeant sur le changement des habitudes en temps normal. C'est-à-dire qu'en temps normal, il y a beaucoup d'évolutions que je veux faire, beaucoup de changements que j'aimerais dans l'entreprise, donc pousser par exemple notamment le digital, mais tout le monde est un peu dans le confort et c'est difficile de faire changer quand tout le monde est dans le confort et au fond on se dit oh mais en fait ça tourne, donc finalement alors que évidemment pour moi c'est un changement nécessaire. Bon ça c'est un exemple, mais ce que je me dis c'est que en temps normal, il faut être pugnace, il ne faut pas lâcher et faire changer parce que c'est ça qui va aider l'entreprise après. Donc ça, c'est vraiment un des éléments. Et donc, ça veut dire que si j'avais à changer, donc par le passé, j'aurais
peut-être plus poussé justement tout ce qui était service à distance, etc. Que maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements du coup que vous tirez? Oui, qu'il y a toujours du bon dans du mauvais, sincèrement. À la fois, bien sûr, je préférerais qu'il n'y ait pas eu tout ces chamboulements, et notamment, surtout parce que la conséquence, c'est quand même la mort de personnes. Donc, évidemment, on ne veut pas. Enfin, je serais ravie si ça ne s'était pas passé. Et ensuite, c'est aussi, moi, mon esprit d'entrepreneur. OK, on est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De toute façon, on est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui est en train de se passer? Et ce que je vois de positif, c'est justement que les habitudes sont cassées de toute façon. Donc, normalement, la difficulté, c'est il y a les habitudes, comment on change les habitudes, c'est très difficile pour n'importe quel humain. Là, de toute façon, on peut plus. J'ai l'habitude de travailler avec mon voisin qui est juste à côté de moi. Oui, mais là, tu peux plus. Donc, il faut bien que tu trouves une autre façon. J'ai l'habitude d'aller dans la pharmacie pour vendre Winpharma. OK, mais là, tu ne peux pas aller dans la pharmacie. Donc, trouve autre chose. Et donc, il y a quand même du positif. Ça nous permet donc de nous remettre en question et d'optimiser aussi ce qu'on fait. Revoir aussi notre façon de travailler. Donc, peut-être, comme on est à distance, on ne sait pas qui a fait quoi, pas aussi bien que si on est dans le même bureau, on dit « Ah tiens, tu travailles sur ça, tu sais, il y a aussi ça, c'est plus urgent, par exemple. » Donc, ça nous amène à aussi structurer plus la communication sur le travail, quoi, en fait, sur l'état d'avancement du travail. Donc, en fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Peut-être que c'est aussi l'occasion de dépasser la concurrence. Donc, j'ai lu des études sur les entreprises américaines en 2008, quand il y a eu la crise. Celles qui ont rebondi, c'est-à-dire qui ont profité de la situation qui était là de toute façon pour changer. Elles ont passé plus que le cap, elles sont passées devant. Celles qui ont essayé de se rattacher à ce qu'elles connaissaient par le passé, donc ont perdu de la vitesse. Donc voilà, c'est aussi un côté positif que je pense qu'il faut insister sur ça aussi. Comment tirer le bénéfice de cette situation qui est de toute façon là, donc plutôt que la subir, autant en faire un atout. Merci. Alors justement, en faire un atout, le gouvernement annonce la fin du confinement, en tout cas en France, pour le 11 mai. On n'a aucune information à ce jour sur comment ça va se passer, mais on peut penser à une reprise progressive de l'activité, en tout cas on l'espère. Comment est-ce que vous allez l'anticiper pour que l'entreprise rebondisse et donc sorte grandisse? D'abord, on a beaucoup d'installations qui étaient prévues sur les périodes de confinement qu'on n'a pas pu assurer. Donc, le plus tôt possible, assurer ces installations sur le terrain. C'est aussi préparer des leads pour nos commerciaux, puisque pendant le temps où ils auraient été sur le terrain, ils auraient trouvé des nouveaux contacts et ils auraient pu les faire avancer pour après aller plus loin dans leur vente. Donc, nous, c'est le développement de leads plus par le digital, évidemment, puisque tant qu'on est confiné, pour qu'ensuite, quand ils iront sur le terrain, ils aient de quoi avancer. Et revenir aussi, bien sûr, sur des affaires qui étaient en cours et les faire avancer aussi pour les commerciaux. Merci. Est-ce que du coup, donc avec cette période de confinement, vous avez une certaine perte d'activité? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez créées pour essayer de maintenir un certain niveau d'activité? Oui. Donc, pour moi, on est centré client, donc il faut d'abord commencer par le client et comprendre qu'est-ce qui a évolué chez lui. Donc, le pharmacien a des demandes différentes. Aujourd'hui, d'une part, il a besoin de plus de trésorerie. Il a aussi besoin de plus de temps, c'est-à-dire qu'il peut avoir des collaborateurs qui sont malades. Donc, comment assurer le service avec moins de personnel? Et on a un produit en fait qui répond à ça, qui est complètement au cœur en plus du métier de pharmacien, c'est la gestion de stock avec WinAutoPilot, donc où tout est automatisé. Donc en ce moment, la différence, c'est qu'on
on pousse beaucoup plus ce produit qui répond aux besoins du pharmacien actuellement et qui en plus a aussi l'intérêt chez nous de ne pas nécessiter d'aller sur place pour le vendre ou d'aller sur place pour l'installer ou pour suivre ensuite son installation. Donc en fait, c'est un travail, je pense, sur même le parcours client en fait. C'est quoi le besoin du pharmacien? Est-ce que le besoin a changé? Et à côté de notre proposition, donc pour répondre à ces besoins, notre stratégie, il y a toujours toutes les autres valeurs possibles, donc que ce soit envoyer une plaquette, que ce soit assurer une formation, enfin tous les supports possibles, à part aller en face à face. Donc on doit reconstruire aussi l'offre et on travaille donc plus sur des offres digitales que pour remplacer le face à face. Donc ça veut dire un travail même que ce soit pour l'installation ou la formation, donc on va faire de façon digitale. Aussi au niveau de la vente, plutôt expliquer nos produits à distance, par exemple par des webinaires. Et là, on est en train de commencer à travailler avec des webinaires, ce qu'on ne faisait pas avant, pour expliquer nos produits notamment. Et donc, en fait, tout le parcours de la vente, il est en train d'être retravaillé. On a remis à plat en tenant compte du fait qu'on ne peut plus utiliser un des moyens qui est le face-à-face. Merci. Alors, je vais revenir sur les questions classiques. Passer à la question suivante. Est-ce que vous pensez, du coup, donc vous avez mis en place Holacracy comme mode de gouvernance il y a déjà quelques années. C'était en 2016, 4 ans. Vous l'avez fait évoluer, ce mode de gouvernance, en y apportant des choses. Est-ce que ce mode de management constitutionnel a aidé dans la crise? Et si oui, comment? Oui, tout à fait. Donc, d'abord, c'est comme je disais, je crois que l'essentiel, ramener de la structure quand la structure classique n'est plus là, d'être au bureau, d'avoir tout le monde autour, etc. On avait donc déjà, ça nous avait déjà amené une très bonne structure parce que toutes les semaines, tous les cercles ont leur réunion. Donc, on a juste continué nos réunions, mais aujourd'hui, on sent encore plus l'utilité donc, de cet alignement grâce aux réunions de cercle. Pour moi, ce qui a été très fort aussi, c'est quand même de savoir clairement qui fait quoi, puisque les rôles sont bien établis. Donc, donc il n'y a pas d'ambiguïté et c'est encore plus important. Il y a beaucoup de risques d'ambiguïté quand on est à distance et qu'on ne peut pas communiquer de la même façon de façon si fluide. Et aussi, ça nous permet assez facilement de créer des nouveaux rôles ou de faire évoluer les cercles, tester quelque chose, après on peut soit l'arrêter, soit le faire évoluer. Et donc moi j'ai eu beaucoup depuis de réunions sur l'évolution donc de notre holarchie, donc de notre organisation. Et on sait que c'est très souple, donc oui, ça apporte un élément assez fort, ça. Et évidemment, la base, c'est quand même le self-management, donc l'auto-management. Et là, comme chacun sait ce qu'il a à faire clairement et qui sait que quand il doit s'aligner sur la raison d'être pour agir et en tenant compte de nos valeurs, je pense qu'on a un travail de beaucoup plus d'autonomie et donc un maintien de l'activité normale par une société qui n'aurait pas une organisation avec Holacracy. Merci. Et j'aurais une dernière question. Vous en avez parlé un peu au début, mais certains pensent que cette crise est que le début et qu'il y en aura d'autres. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis et est-ce que vous envisagez d'aller encore plus loin dans la transformation de votre organisation pour préparer aux éventuelles turbulences à venir? Ouais. Oui, pour moi, il faut travailler sur revoir son business model, en fait, même si c'est que sur le business model, finalement, c'est d'un côté, c'est le canal soit de distribution, soit pour assurer les services, donc qui change puisque c'est un des éléments qui n'est plus là. Mais je pense que l'offre aussi, enfin, tous les spécialistes disent que c'est évidemment une crise de l'offre et de la demande aussi. La demande va forcément chuter. Quels sont les besoins maintenant des pharmaciens? Donc,
ils ont forcément besoin d'informatique, ils ont besoin que ça fonctionne. Donc, on sait qu'ils ont besoin de nous. En quoi ils ont besoin de nous, ça, il faut aussi le comprendre. Est-ce qu'on peut toucher, si chaque pharmacien peut investir moins qu'avant, comment toucher plus de pharmaciens qu'on ne le faisait avant, et en les servant, quoi, puisque notre but, c'est de rendre les pharmacies géniales. Donc, ce n'est pas essayer de fourguer quelque chose, il faut que ce soit quelque chose d'utile dans le contexte actuel. Et de notre côté aussi, qu'est-ce qu'on doit réorganiser chez nous? Donc, on a déjà commencé à réorganiser, par exemple, pour Winauto-Pilot, il nous faut plus de personnes pour assurer l'installation, des experts pour suivre les pharmaciens et pour assurer l'accompagnement régulier. Donc, en interne, on a une grande campagne de formation de personnes qui habituellement étaient plutôt, par exemple, à la hotline, mais qui vont apprendre à assurer le service sur Winauto-Pilot. Donc voilà, c'est beaucoup de changements. Et moi, oui, je pense plutôt que ça va être dans la durée. Et à la limite, je préfère de toute façon me préparer, comme je disais au début, être à la fois sur le court terme, comment on passe le cap, mais après aussi être fonctionnel, être pérenne dans le nouvel océan. Donc, je travaille sur les deux, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter? Donc, ma devise, c'est never give up. Donc, oui, ne jamais lâcher et surtout voir le positif dans tout. En quoi ça fait grandir notre entreprise, en quoi ça fait grandir les individus dans notre entreprise aussi, en quoi, dans un nouveau monde, on peut encore mieux servir nos clients. Donc, voilà, donc garder l'esprit positif et voir ce qu'il y a de mieux à tirer de cette malheureuse situation. Merci beaucoup. Voilà, merci Bénédicte pour cet échange qui était très intéressant. Alors, on va passer maintenant du coup aux questions-réponses des participants. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit module questions-réponses. Et je vais commencer par une question qui m'a été envoyée par email pour une personne qui était inscrite. Et la question, c'est comment les collaborateurs ont pris le fait, qu'ont pris les changements que tu qualifies de positifs, et est-ce qu'ils ont pris aussi cela positivement, de façon positive, et est-ce qu'il y a eu des résistances? Si oui, lesquelles? Non, je n'ai pas eu de résistance, en fait. Je pense que il y a un esprit assez positif dans l'entreprise, donc où qu'on soit au bureau ou à distance ou à la maison. Donc, j'ai pas vraiment vu de… Non, c'est peut-être plutôt être un peu déstabilisé par rapport à la situation, donc pas à cause de l'entreprise, mais juste comment on travaille de cette manière, comment travailler aussi ensemble. Je sens qu'il y a plus aussi d'incompréhension plus facilement que si tout le monde était physiquement sur place. Donc, il faut simplement expliquer que c'est normal, que ça fait partie de la difficulté d'être à distance et plutôt mieux communiquer entre nous. Donc, non, je n'ai pas perçu ce problème. Non. Et j'ai une deuxième question qui était envoyée à l'avance, puis après je prends celles qui sont en direct. Est-ce que les collaborateurs ont eu de nouvelles idées du coup grâce à cette crise pour pouvoir adapter l'organisation face à cette crise? Est-ce que ça a été l'occasion pour certains de se révéler? Pour l'instant, pour moi, c'est difficile de le dire parce que finalement, j'ai peut-être pas le feedback. Si ce que je vois, c'est que de la volonté d'agir, en fait. Donc peut-être, oui, plus le self-management, justement, se révèle plus auprès de beaucoup de personnes, ouais, dans l'entreprise. Donc ça a révélé, oui, en fait, c'est ça, qu'il y avait vraiment un attachement à la réussite de l'entreprise et que tout le monde était investi. On a une autre question qui arrivait là. Donc, vos clients sont des professionnels de santé. Outre le stress quotidien, leur business semble moins impacté que d'autres secteurs d'activité. Sentez-vous tout de même une baisse d'activité ou une difficulté particulière à couverture de nouveaux clients?
Oui, en fait, on pense que les pharmaciens sont protégés dans dans leur business, puisque c'est un des rares business qui est ouvert avec les professionnels donc de tout ce qui est alimentation. Mais en fait, non, ils ont été assez touchés. Là, on vient de recevoir une étude qui dit que 17% en fait, du chiffre d'affaires, il y a une baisse de 17% du chiffre d'affaires en avril pour les pharmaciens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients viennent essentiellement pour de la médication et passent pas en revenant de l'école à la pharmacie et prennent un tube de crème, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un impact, ouais, sur les pharmacies. Et il y avait une deuxième question. Selon vous, les professionnels de santé seront-ils plus frileux à investir dans des solutions innovantes après la crise? Ça dépend de ces solutions innovantes. Si elles sont innovantes et qu'elles sont utiles à faire leur business, je pense qu'ils seront prêts à investir. Mais si c'est pas clair que ça va les aider dans leur activité, non, je pense qu'effectivement, ils vont certainement être plus frileux. Mais par exemple, nous, on a beaucoup de demandes sur développer encore plus donc le lien des applications, donc de manière à ce que le patient commande à distance ces médicaments, on n'est qu'à les récupérer. Donc, on a déjà une application comme ça, mais on nous a demandé de la faire encore plus évoluer. Donc, je sens qu'il y a quand même un intérêt pour tout ce qui va aider dans le contexte actuel qui risque de perdurer pour plusieurs mois. Merci. Alors, on a un live YouTube en parallèle. Je gère les questions également. Là, c'est une question plus sur le digital et l'holacratie. Est-ce que le digital a aidé à votre pratique de holacratie, le fait de passer tout en digital, ou au contraire, est-ce que ça l'a perturbé? Est-ce que c'était plus facile de pratiquer holacratie à distance? Moi, comme je dis, ça fait 9 ans que je suis confinée, donc ça fait 9 ans que j'habite aux États-Unis, donc je travaille à distance avec Holacracy et avec nos réunions, donc personnellement, je n'ai pas vu la différence. Je pense qu'en fait, ce qui est utile aussi dans Holacracy, c'est quand même l'utilisation de l'outil Glassfrog. Donc, bon, pour ceux qui savent peut-être pas, donc c'est l'outil qui permet l'application quand même des règles à la fois suivre les cercles et aussi clarifier quels sont les rôles des personnes. Donc le fait que ça ce soit digital, évidemment, heureusement que c'est digital parce que ça veut dire que n'importe qui chez lui, lorsqu'il se demande quel est le rôle qui fait telle ou telle activité, peut aller chercher sur le mur et après contacter la personne. Et donc ça facilite. Et puis aussi, peut-être pour les réunions, Pour les réunions, c'est ouais. ça aussi. C'est pour ça que je disais en blaguant, donc ça fait 9 ans que je suis confinée. C'est-à-dire que toutes nos réunions de cercle, et qu'on est partout dans le monde, quoi. C'est-à-dire que toutes nos réunions, par exemple, du cercle général le lundi, moi je suis aux États-Unis, il y a des personnes à Moscou, il y a des personnes en France. On a déjà des réunions qui sont de toute façon à moitié, qui sont digitalisées. Donc, jusque-là, la différence, c'est qu'il y avait quelques personnes qui étaient dans une seule salle à notre siège social, en plus des personnes qui étaient à l'extérieur. Maintenant, tout le monde est à l'extérieur, mais ce n'est pas un gros changement. La digitalisation, finalement, elle s'était déjà passée avant des réunions holacratiques. En fait. Merci. Alors, on a une autre question. Et pour vous, justement, des innovations qui devaient être lancées ont-elles été freinées à cause de ce temps mort? Non, au contraire, c'est plutôt accéléré et toujours en pensant aux clients d'abord. Donc, si on est centré client, évidemment, centré client, ça veut dire qu'on pense d'abord, est-ce que nos innovations vont aider le pharmacien, le nouveau pharmacien, voilà, c'est la new normal, mais c'est aussi le nouveau pharmacien. C'est quoi ses besoins aujourd'hui avec les baisses de chiffre d'affaires, c'est retrouver de la trésorerie, c'est du temps aussi, c'est parce qu'il y a plus de demandes et ils ont aussi ils ont du personnel qui peut être malade. Donc, tous les produits qui apportaient ce genre de bénéfices, on les a poussés. Mais donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on a arrêtées tout ce qui pourrait être qui nécessite la présence physique a été
remis à plus tard. Ouais. Du coup, sur le management, je sais que vous avez fait un gros travail récemment justement sur cette partie management. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le travail que vous avez effectué au-delà de l'holacratie pour le coup? Ah, alors c'est quoi la question exactement? Sur justement cette notion de management, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension à l'époque sur le fait que holacratie, il n'y avait plus de chef. Et du coup, vous avez réinstauré des bonnes pratiques de management pour permettre d'aller vers le self-management. C'est un peu le paradoxe. Est-ce que tu as des éléments à nous partager là-dessus sur Oui, ce peut-être. programme de transformation? Oui. Donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu, on voulait tellement bien appliquer holacratie que les managers n'osaient plus faire réagir en fait. Donc, c'est vrai qu'on est parti presque en anarchique. Et on perdait, en fait, moi d'abord peut-être revenir à l'origine, pourquoi j'ai choisi holacratie, parce que bon, ça correspondait à ce qu'on faisait intuitivement d'abord, mais c'était aussi ce qui m'a séduit, c'est à la fois il y a l'efficacité et humainement c'est épanouissant. Et pour moi, c'est deux choses que qui ont toujours été très importantes dans ma vie professionnelle. Bon, m'assurer de l'épanouissement des personnes qui travaillent dans notre équipe, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et qu'on soit rentable et qu'on soit efficace, c'est vraiment les deux. Donc, c'était pour ça. Et là, on avait perdu justement beaucoup de notre efficacité. Donc, c'était assez décevant. Et même d'ailleurs, au niveau du bien-être, en fait, il y avait de la souffrance finalement dans notre entreprise après être passé en holacratie, donc bizarrement. Du coup, il a fallu redonner confiance au management et c'était difficile parce que il y avait cette dissonance entre je veux pratiquer l'holacratie et j'ose pas m'imposer, donc c'est contradictoire. Donc il a fallu faire lever beaucoup de fausses croyances et en commençant par le top management. Donc pour le top management, on a fait même de la formation finalement one-to-one pendant 3-4 mois pour justement faire ce basculement parce que la tête était vraiment conditionnée que si je fais holacratie, je ne peux pas agir et je suis frustrée de ne pas pouvoir agir parce que je vois des choses sur lesquelles il faudrait que je réagisse. Donc ça a pris beaucoup de temps, donc 3-4 mois quand même, juste pour le top management. Et ensuite, à partir de ça, on a pu faire redescendre donc ces changements sur le middle management et créer. Il n'y avait pas de dynamique de managériale et à partir de là, donc on a commencé à créer une dynamique aussi avec, par exemple, des réunions mensuelles entre managers pour s'entraider, pour comprendre qu'est-ce qu'on attend. Évidemment, c'est dans le but de faire que tout le monde réussisse dans l'entreprise. Donc le rôle en français, on a appelé ça premier lien, mais c'est lead link en anglais. Donc c'est bien que la personne est leader. Donc maintenant, on dit leader de cercle. Et donc c'est ça qu'il a fallu faire comprendre que si on était leader, quand on est leader, c'est dans ce cas-là qu'on applique l'holacratie. Donc si on n'est pas le leader de son cercle, dans ce cas, c'est pas de l'holacratie, c'est autre chose. Donc de faire comprendre qu'en fait, c'était pas du tout antinomique, au contraire. Et c'est comme ça qu'on peut aider chacun dans ses rôles à être plus leader lui-même de ses propres rôles. Merci. Alors, on a une autre question côté live YouTube sur les process RH. Est-ce qu'avec holacratie, donc c'est pas lié à la crise, mais est-ce que vous avez fait évoluer vos processus RH? Oui, forcément, parce que de toute façon, on tourne toujours les choses autour de. On se base sur Glassfrog, donc sur les rôles, il y a la clarté sur qui fait quoi. Il y a les processus aussi, donc qui sont bien en visibilité, notamment dans le cercle qui correspond au RH. Je pense qu'un des grands bénéfices, c'est de la souplesse, quoi, parce que, par exemple, je sais qu'avant, si je voulais
organiser un groupe. Donc, finalement, il faut que je trouve un directeur ou je sais pas, ou un manager, peu importe. Donc, j'ai un contrat de travail autour de ce poste-là. Et puis, si en fait, ça ne marche pas, je suis coincée un petit peu. Et la personne aussi, en fait, je veux dire, c'est pas du tout efficace. Tandis qu'avec Holacracy, on peut tester. En fait, il y a beaucoup de souplesse. La personne a son contrat de travail, elle a un certain niveau d'attendu. Et on peut créer un nouveau cercle ou créer des rôles, voir si ça fonctionne. Et quand ça fonctionne très bien, ça continue. Puis quand dans la vie normale, il y a des choses qui après sont moins nécessaires, on peut faire évoluer. Donc, ça veut dire que ça a beaucoup changé aussi à ce niveau-là. Donc, au niveau RH, je pense que c'est directement RH, quoi. Dans la souplesse de l'activité des personnes, ça a énormément changé. Ouais. Merci. Alors, est-ce que, je reprends la question qui a été mise. Est-ce que votre raison d'être a évolué depuis que vous l'avez définie? Pardon? Est-ce que votre raison d'être, la raison d'être de Winpharma, rendre les pharmacies géniales, est-ce qu'elle a évolué depuis que vous l'avez définie? Non, en fait, on est toujours resté sur cette même raison d'être. C'est vrai que souvent, je précise que c'est rendre les pharmacies géniales aux yeux des patients. Donc, puisque le but, c'est que le patient du pharmacien trouve que cette pharmacie est particulière, qu'elle gère particulièrement bien sa santé, donc elle veut rester cliente de cette pharmacie. Mais non, parce que pour moi, ça reste le but. Je ne sens pas que ça ait changé, donc on n'a pas eu besoin de faire évoluer notre raison d'être. Et j'aime bien la métaphore que tu utilises, qui est l'étoile du berger sur la raison d'être. Ouais, c'est complètement ça pour moi. Temps. Ouais, c'est complètement ça. C'est vraiment, c'est un outil extraordinaire aussi. Tout le monde peut comprendre, ok, rendre des pharmacies, comprendre que c'est son étoile du berger. Donc, pour moi, le binôme self-management et raison d'être, c'est inséparable. Si on ne sait pas vers où on va, comment on peut s'auto-manager? Donc, quand on connaît la raison d'être, au moins, on peut, si on est tout seul, on peut à peu près savoir vers quoi tendre. Et le self-management, finalement, n'est qu'un moyen pour atteindre cette raison d'être. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, on a une autre question. On revient dans le cadre de la raison d'être, sur la santé, le pharmacien. Vous parliez du temps du pharmacien qui est de plus en plus précieux. Est-ce que cet épisode sera l'occasion de réinventer l'approche commerciale de Winpharma? Oui, certainement, parce que pareil, centré client. Est-ce que les pharmaciens… Moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que les pharmaciens ont envie de nous voir dans leur officine? Et oui, ça, forcément, même déjà, même si on ne peut pas aller dans les officines, aujourd'hui, on ne peut pas aller dans les officines, ou peut-être qu'on va pouvoir le 11 mai dans certaines circonstances et dans certaines régions, mais je veux dire, de fait, de facto, oui, il faudrait inventer l'approche commerciale pour apporter des réponses, donc aider aider la pharmacie à être plus géniale, parce que quand même, ça doit être ça, le but de vente, c'est pour que ça aide à mieux exercer le métier du pharmacien. Mais le faire à distance, certainement, en grande partie, oui. Déjà parce qu'on n'a pas le choix. Donc, ça veut dire, entre autres, par exemple, on a fait récemment un webinaire avec des clients, ce qu'on n'avait pas fait jusque-là, pour expliquer nos produits et les avantages à distance. Donc, voilà, c'est un exemple de choses qu'on est en train de réinventer. On va bientôt arriver à la fin du temps. Je vais laisser un petit peu de temps de clôture. Sachez que la série de nos webinaires continue. Il reste encore 2 webinaires. Le prochain sera demain, donc à 11h30, avec Christophe Milon de Canteo Group, qui est le groupe qui encadre Éco-Compteur, qui est une société qui a mis en place Holacracy à Lannion. Donc, on se retrouve aussi en Bretagne. Et jeudi, on terminera avec Christophe Barman à 16h30, qui gère Loico, qui est une société suisse d'assurance. Ça clôturera toute notre série de webinaires et on a commencé à mettre les replays sur le site internet que vous pouvez consulter, notamment des webinaires de Christophe Mistou, Isabelle Bord et puis Christian Morin.
si vous souhaitez aller plus loin sur l'holacratie ou le management constitutionnel de façon plus large, on organise des formations en ligne et puis sur site à Bruxelles, Genève, Paris. Vous aurez toutes les informations dans l'email qui va suivre. Et puis, on est à votre disposition et à votre écoute pour vous accompagner aussi dans cette transformation. On peut faire à distance, on l'a déjà fait, et on peut faire également sur site une fois que le confinement sera levé. Pour terminer, du coup, Bénédicte, je te propose un petit tour de clôture en quelques mots sur ton expérience de ce webinaire, tes apprentissages, comment tu as vécu ce webinaire, tout comme dans les réunions holacratie. Ah, ok. Ouais, très bien. C'était intéressant d'avoir des questions et de répondre. Donc, merci infiniment d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir posé vos questions. Et j'espère que ça a pu être utile, surtout. C'était pour ça aussi mon but, c'était si je peux être utile, ce sera un bénéfice pour moi. Merci beaucoup, Merci Bénédicte, pour ton témoignage. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et puis merci aux participants pour leurs questions. Puis je souhaite toi une belle journée et puis une belle soirée pour les autres participants. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée.